Salut. La question « Quel est ton film d'horreur préféré ?» c'est une interrogation pour laquelle ma réponse change tout le temps. Je veux dire, des films d'horreur, j'en ai quand même vu pas mal. Et même s'il y en a clairement qui restent gravés dans ma mémoire, en choisir un en particulier, ça a toujours été une tâche compliquée. Mais il y a quelques temps, une œuvre a refait surface dans mon radar. Une œuvre tellement bien foutue et efficace dans sa terreur que maintenant, je n'hésite plus à la nommer quand on me pose cette fameuse question. The Thing. Sorti en 1982 et réalisé par un des maîtres de l'épouvante, John Carpenter, ce film est sans aucun doute un des plus grands classiques de l'horreur, mais aussi du cinéma tout entier. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. The Thing, c'est un de ces cas où la sortie initiale a été un flop assez violent du niveau critique et commercial, le public l'ayant trouvé bien trop dégoûtant et le box-office le rapportant 19 millions pour un budget de 15 millions. Mais c'est avec le temps que beaucoup de personnes se sont rendues compte que The Thing, c'est trop cool. Les repasses à la télévision et dans les clubs vidéo lui rapportant petit à petit un statut de classique. Et maintenant, on est au stade où The Thing est considéré comme un chef-d'œuvre intemporel du cinéma qui rentre dans la liste des meilleurs films de tous les temps. C'est donc plus original que je l'ai également dans mes préférés. Mais en y réfléchissant, c'est pas pour rien qu'il a atteint ce statut. Basé sur un roman écrit en 1938 par John W. Campbell, The Thing prend place dans une station de recherche en plein milieu de l'Antarctique où 12 hommes séjournent afin d'effectuer des recherches scientifiques dans l'environnement. Seulement, c'est après avoir sauvé un chien poursuivi par des Norvégiens fous que les choses vont dégénérer. Car ce qu'ils ont sauvé, ce n'est pas un simple animal, mais plutôt un extraterrestre extrêmement hostile qui rapidement va semer le chaos dans la station. Cette situation étant déjà assez stressante, ça s'empire quand les hommes réalisent que la créature peut imiter toutes les formes de vie qui lui sont présentées et qu'il y a de fortes chances qu'elle soit déjà parmi eux. La paranoïa et la panique gagnent donc graduellement le groupe qui, entre chaque apparition horrifique du monstre, vont commencer à se tourner l'un contre l'autre. Nobody trusts anybody now. We're all very tired. Ce pitch, je trouve que c'est un des plus intrigants du cinéma d'horreur entier, et The Thing exploite ce scénario à la perfection. Que ce soit les personnages mémorables auxquels on peut s'identifier, les excellents acteurs, la sublime photographie de Dean Cundey, la musique angoissante d'Ennio Morricone, l'environnement isolé, les dialogues iconiques et bien évidemment les effets spéciaux pratiques de Rob Bottin, qui sont dans les plus créatifs et réussis de tout le genre de l'horreur, The Thing, c'est simplement un chef-d'œuvre qui se résume à une expérience où le spectateur est accroché à son siège du début à la fin. Mais quelque chose qui est encore plus intéressant dans tout ça, c'est que The Thing de 82 n'est pas la première adaptation du livre. En fait, ce mérite revient au film The Thing from Another World, sorti en 1951 et réalisé par Christian Nyby. Mais où cette adaptation est généralement appréciée du public, c'est moins le cas pour le film de 2011 également appelé The Thing, un préquel au film de 82 qui se fait souvent confondre pour un remake. Et moi, je trouve que ce serait intéressant de parler de ces deux films, car étant cachés dans l'ombre du film de 82, ils sont beaucoup moins discutés et tout de suite rejetés. Mon but sera donc de vous dire si elles valent la peine ou non. Alors sans plus attendre, on commence avec... The Thing from Another World, le fameux film culte de 1951 qui pourtant est claqué au sol. Je sais que cette adaptation est appréciée. Je suis au courant que le film que je m'apprête à bâcher est très respecté dans le genre. Et c'est pourquoi je veux préciser que même si je ne l'aime pas du tout, je respecte tout de même l'œuvre, car je reconnais qu'elle est un pilier dans le genre de l'horreur et que sans elle, on n'aurait sans doute pas eu la version de 82. Mais ça reste que dans ma vision, The Thing from Another World est claqué du cul. Dans les années 50, adapter l'histoire d'une créature qui passe de corps en corps avec des séquences de body horror complexes, c'est une idée un peu folle, car la technologie de l'époque n'aurait jamais donné un résultat convaincant. Et c'est pourquoi dans cette version, au lieu d'avoir une histoire avec des thèmes de paranoïa et de folie, on a un film de monstre qui met en scène un extraterrestre légume avec l'apparence de Frankenstein. Je comprends que c'était probablement la solution la plus facile à réaliser, mais il faut aussi comprendre que le résultat est assez nul. En vrai, sur le papier, pourquoi pas? Des monstres comme ça, il y en avait plein au cinéma dans cette période. Mais placer l'action dans une station de recherche en Antarctique, cela aurait pu mettre un twist original sur la formule. Mais ici, rien de cela n'est exploité. Pas une seconde on ressent du stress, on ne craint pas pour les personnages et surtout, jamais l'extraterrestre n'arrive à faire peur. Je veux dire, avant même qu'on ne le voie, il est décrit par les hommes comme une carotte géante intellectuelle. Dans quel monde est-ce qu'on est supposé craindre ça? Le fait de ne pas montrer l'alien dès le début, ça aurait pu être une opportunité de faire grimper l'attention à l'aide de descriptions cauchemardesques ou de scènes où on nous montre de quoi elle est capable. Mais le résultat est juste chiant comme la mort. Jamais on entend des bruits angoissants dans la distance. Jamais une ombre ou un mouvement nous indique la présence d'une menace. Et surtout, jamais le jeu des acteurs nous montre une poussière de stress chez les personnages. Et dans les très rares instants où on voit la créature, ce qu'on voit est extrêmement décevant. Elle est conne comme un balai, n'a pas de motivation claire, bref, elle est oubliable. Et cela fait qu'on est zéro investi et qu'on regarde le tout sans ressentir un brin d'émotion.
Tout ce qu'il aurait fallu pour que ça marche, c'est qu'on ressente le danger auquel les personnages font supposément face. Car même là, c'est discutable. En tout, il y a deux victimes dont la mort n'est pas montrée et qui en plus auraient pu être très facilement évitées avec un minimum de réflexion. Et quand tu réalises qu'il y avait une vingtaine de personnages en tout comme victimes potentielles, là, c'est normal de ressentir qu'on se fout de notre gueule. Mais ce qui me rend véritablement fou, c'est que même les personnages ne prennent pas ça sérieusement. Ils blaguent constamment et prennent la situation comme si c'était un autre problème de tous les jours. Je veux dire, dans l'intro, ça fonctionne ces dialogues blogueurs. Il y en a certains qui sont bien écrits et ça crée une ambiance chill qui permet d'humaniser les personnages. Mais rendu au point où ça rigole encore après la mort de deux hommes, excusez-moi, mais concentrez-vous. Et c'est dommage, car au niveau du naturalisme, c'est très bon. Tous les personnages interagissent entre eux d'une manière très naturelle et convaincante. On dirait vraiment une bande d'amis qui se connaissent depuis longtemps. La façon dont ils se coupent la parole et leur début de parole plus rapide donne un effet de réel qui est la bienvenue. Mais malheureusement, aucun d'entre eux n'est assez mémorable pour que ça sauve le tout. Ils sont juste beaucoup trop. C'est à peine si on nous donne leur nom. La plupart sont des figurants avec des traits de personnalité inexistants. Ils se contentent de dire leurs phrases et répondent aux ordres comme des robots pour allonger le temps et rien d'autre. Ce qui fait que très peu sont attachants. Je me souviens pas mal juste du capitaine, du journaliste et du docteur. On s'en fout du reste. Si ce n'est pas des blagues, tous les dialogues sont de la théorie scientifique et de la spéculation, ce qui devient bien chiant au bout d'1 heure et demie. Il y a certes un conflit intéressant entre les scientifiques et le capitaine, l'un voulant communiquer avec l'alien et l'autre la tuer, mais ça ne va pas très loin, et le tout est conclu d'une façon bas de gamme, ce qui représente un énorme problème, car il n'y a presque pas de confrontation entre les hommes. Je sais que le thème du film est plus l'alliance de force pour résoudre les problèmes, mais des petits conflits pour mouvementer le tout n'auraient pas fait de mal. Côté mise en scène, je dois avouer avoir été impressionné par certains plans et mouvements de caméra. Par exemple, la scène où ils foutent le feu à la créature est très cool, le fire stunt est très impressionnant et pour l'époque, j'imagine que ça a dû être quelque chose pour les spectateurs. Mais en vrai, c'est la seule scène à laquelle je peux donner ce mérite, car le reste est juste des plans où ils essaient de rentrer le plus de personnages possible. Donc ouais, The Thing from Another World, c'est certes culte, mais je l'aime vraiment pas. C'est d'être apprécié, c'est pas pour rien, c'est juste que je ne vois pas les mêmes qualités. C'est dommage. Every one of you listening to my voice, tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Watch the skies, everywhere. Keep looking. Keep watching the skies. The Thing, sorti en 2011 et réalisé par ce type, ce film est en réalité un préquel au film de 82, racontant les événements qui se sont produits dans la station norvégienne trouvée par les Américains. Et encore une fois, pourquoi pas? La scène à l'original où ils explorent la station abandonnée est assez intrigante, et même si les détails de ce qui s'est passé n'est pas quelque chose qu'on a besoin de savoir, ben ça peut quand même donner un résultat tout à fait correct. What is that? Is that a man in there or something? Mais malheureusement, le film est juste mid. Ce qui gâche le concept, c'est que l'histoire se déroule d'une façon presque identique au film de Carpenter, tellement que je comprends les personnes qui ont cru que c'était un remake. C'est certes fun de voir comment certaines choses se sont ramassées comme on le voit dans le film de 82, mais dépasser le fanservice, ce préquel n'a pas grand chose à offrir d'intéressant. Je vais commencer par parler de la chose qui me fâche le plus quand je parle de ce film, les effets spéciaux CGI. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez autant que moi que la plupart des effets numériques là-dedans ne sont pas très bons, si ce n'est pas juste à chier. C'est fou de constater à quel point un film des années 80 avec la moitié du budget est plus convaincant qu'une sortie de 2011. Je ne comprends pas comment ils ont pu foirer sur ce point. Je veux dire, quand on parle de The Thing de 82, la première chose qui est mentionnée est souvent les effets pratiques exceptionnels. Ça aurait donc été de la pure logique de réutiliser la même technique ici, mais à la place, les transformations ont juste l'air d'avoir été faites à la va-vite dans un rush de dernière minute, ce qui, plot twist, est littéralement le cas. À la base, l'équipe technique avait utilisé des effets pratiques pour montrer la chose, mais tout est parti en couille lorsque le studio a été atteint d'une peur que l'audience n'aime pas le style old school de ses effets, et donc a forcé l'équipe à utiliser du CGI pour les scènes de transformation. Quelle sorte de démon vous a possédé à ce moment-là? Si les gens vont voir un nouveau The Thing, c'est entre autres pour voir les effets pratiques de body horror convaincants et créatifs. C'est donc complètement con d'avoir recours à du CGI. Ça me frustre au premier degré de voir comment le travail de l'équipe a été gâché pour rien. Ici je dis pour rien, c'est parce que le film a quand même été un flop. Comme quoi, parfois, il faut laisser les artistes faire leur travail. En plus, comme j'ai dit, le résultat est moche. La chose a un aspect beaucoup trop lisse et propre. Elle est loin d'être autant dérangeante que dans l'original. Je pense sincèrement que le film aurait pu faire peur si ce n'était pas autant moche. Il y a plusieurs scènes là-dedans qui sont assez effrayantes dans leur concept. Que ce soit la transformation en arrière-plan, la bébite qui se place dans la tête d'un gars, et bien évidemment, le mélange des deux têtes, c'est plein de bonnes idées qui avaient le potentiel de créer des grosses réactions. Mais l'effet est diminué par les visuels et les personnages, qui sont au même niveau que la version des années 50, c'est-à-dire oubliables. Là où le problème de la version des années 50 était que les personnages étaient juste là pour dire un dialogue scientifique et s'en aller, ce film-ci nous les présente juste pour les faire mourir. Oui, il y a aussi beaucoup de monde qui crèvent dans la version de 82, mais ils servaient tous un but à l'histoire et leurs actions avaient un impact, alors qu'ici, c'est beaucoup moins le cas.
La raison pour laquelle je ne dis pas que tout le monde est oubliable, c'est à cause de la protagoniste principale, très bien jouée par Mary-Elizabeth Winstead. Pour vrai, je l'ai trouvée assez attachante comparée au reste du groupe de scientifiques banal. Elle a de loin la meilleure manière de gérer la situation, ce qui fait qu'elle porte le film sur son dos, et donc le visionnage en devient plutôt divertissant. C'est juste dommage qu'elle soit la seule à avoir cette qualité. En effet, au contraire du film de 82, où tout le monde tentait d'agir de la manière la plus raisonnable possible sous la paranoïa grandissante, les personnages ici sont parfois juste cons. Certaines de leurs décisions sont juste incompréhensibles. Mais si le tout n'est pas une catastrophe, c'est à cause de petites qualités dispersées un peu partout. Par exemple, même si le résultat est douteux, j'ai aimé l'idée de nous montrer le vaisseau extraterrestre. C'est au moins une nouvelle idée qui est intéressante. Le test des plombages, qui nous sert de remplacement pour le test du sang, c'est aussi bon, car c'est cool d'explorer le concept de la créature qui ne peut pas imiter les choses inorganiques. Et finalement, j'ai apprécié l'effort mis derrière le casting des Norvégiens, la plupart étant vraiment des acteurs norvégiens, et non des Américains qui font un accent. C'est juste dommage que le tout soit coincé dans un ramassis de déjà-vu. Donc ouais, The Thing de 2011, c'est malheureusement pas très réussi. C'est regardable et je ne vais pas me mettre à dire que c'est affreux, mais on s'avoue qu'on aurait pu avoir mieux. Car ce qu'on a au final, c'est un remake caché du film de Carpenter, qui non seulement recopie pas mal toute l'histoire, mais qui ne comprend pas ce qui rendait celui-ci aussi bon. Et ça aurait pu être évité si le studio aurait laissé l'équipe artistique faire son travail. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour vous montrer à quel point on peut pas faire mieux que The Thing. C'est un des rares cas où tout a été fait à la perfection, bref, du grand tort. Et ce film médiocre qui l'accompagne prouve juste qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de remplacement pour ce chef-d'œuvre. C'est précisément là où je voulais en venir. Ce film, c'est un petit miracle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous en conjure de le regarder. Ce serait de vous faire une faveur à vous-même. Car plus il vieillit, moins de gens le connaissent. C'est donc sur ça que je vous laisse, j'ai pas mal rien d'autre à dire, donc